Triple attentat terroriste sur l'île de Bali, dans des stations balnéaires fréquentées par les Occidentaux. Selon un bilan toujours provisoire, au moins 30 morts, une centaine de blessés, la plupart des touristes. Ces explosions surviennent 3 ans après les attentats qui avaient ensanglanté l'île indonésienne. En Corse, des incidents ont éclaté à la fin de la manifestation à Bastia pour le maintien de la SNCM dans le secteur public. Un policier blessé, un homme de la BAC pris à partie par plusieurs hommes. Justice avec des amendes payées 20% moins cher si on les paye sous moins d'un mois. Une nouvelle disposition de la loi qui entre en vigueur aujourd'hui et qui concerne les amendes délivrées par les tribunaux. Le mondial du deux roues et la folie du scooter, un succès grandissant et une nouvelle clientèle, les automobilistes qui laissent leur voiture au garage, des reconvertis heureux. Paris ouvert ou noctambule pour cette 4e édition de la Nuit Blanche. Jusqu'à l'aube, des flâneries organisées autour d'événements de danse, de musique, d'art contemporain. Une fête décalée et populaire avec des bus, des vélos et des métros gratuits jusqu'au petit jour. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, Bali a été une nouvelle fois frappé par le terrorisme. 3 attentats quasi simultanés dans les zones les plus touristiques. Il était un peu plus de 20 heures locales lorsque ces explosions meurtrières ont touché le bord de mer où sont installées les stations balnéaires fréquentées par les Occidentaux. Alors le bilan, toujours provisoire, n'a cessé de s'alourdir ces dernières heures. On a d'abord parlé de quelques morts. Selon les dernières informations, il y aurait 32 victimes au moins. Apparemment aucun Français et une centaine de blessés. Caroline Gauthier. Kuta et Jimbaran, 2 stations balnéaires très fréquentées en ce début de soirée. Une explosion devant ce restaurant et c'est tout un quartier qui est dévasté. Dans la panique, les secours ont évacué les victimes. De nombreux touristes étrangers débalinés sont sous le choc. Les vitrines alentour n'ont pas résisté à la déflagration. Presque simultanément, une autre explosion se produit près d'un centre commercial, un secteur très animé là encore. Le décompte macabre commence au milieu des gravats. Des dizaines de blessés sont accueillis dans les 2 hôpitaux les plus proches. Beaucoup de touristes étrangers parmi eux, surtout des Australiens. Des vacanciers pour qui le séjour sur cette île qualifiée de divine a tourné au cauchemar. Beaucoup d'entre eux se sont précipités à l'aéroport. Ils vont être rapatriés par 3 vols spéciaux pour Sydney. Tous évoquent les cris, la panique, des images traumatisantes. Ces touristes en majorité australiens préfèrent écourter leurs vacances. Je suis vraiment épouvantée. On était là la nuit dernière, on a entendu l'explosion, les gens ont commencé à courir, il y avait du sang, des lambeaux de chair partout, c'était effrayant. Là, il est temps de rentrer. On veut juste revoir notre famille, on a encore une semaine de vacances, mais là on préfère rentrer chez nous. Les premières victimes australiennes sont rapatriées par l'armée. Sur les lieux des explosions, les policiers ont commencé leur travail, mais déjà le président indonésien parle d'attaques terroristes. Bali, la paradisiaque, avait échappé au tsunami. Ces attentats pourraient être un coup dur pour sa principale source de revenus, le tourisme. Depuis le début de cette année 2005, les États-Unis et l'Australie avaient multiplié les mises en garde, considérant que les risques d'attentats étaient élevés en Indonésie. Il y a 3 ans, rappelez-vous, celle qu'on appelle l'île des dieux, véritable paradis touristique, avait été ensanglantée par des attentats d'une rare violence. Plus de 200 touristes y avaient trouvé la mort. Bernard Lebrun. Déjà Kuta Beach, voici ce qu'était le Sari Club, bondé de surfeurs australiens et de touristes occidentaux tous les samedis soirs. Voici ce qu'il en restait au petit matin du dimanche 13 septembre 2002. Un lieu de perdition, une cible facile pour les fondamentalistes. 202 morts, 300 blessés, dont 90 graves avec déjà un hôpital local saturé. 1 an après, comparaissent en désordre et avec le sourire les chefs de la Jamaah Islamiyah, mouvement fondamentaliste indonésien lié à Al-Qaïda. Celui-ci, Mukhlas, crie sa haine à l'annonce de sa condamnation à mort, jamais exécuté. Grâce au soutien du FBI, la police thaïlandaise arrête en cavale cet homme, en Bali, 37 ans. Mais il sera libéré le 21 août 2003, car la justice indonésienne semble reculer face à la pression de la rue qui protège ses leaders. Il lui faudra 2 ans pour oser donner l'ordre d'arrestation dans un hôpital de cet influent vieillard, Abu Bakar Bashir, reconnu coupable, je cite, de complot malfaisant à l'origine des attentats de Bali. Mais il ne sera finalement condamné qu'à 2 ans et demi de prison. Peine ridiculement faible, mais à l'aune du climat de terreur qu'entretient la Jamaah Islamiyah dans la capitale pendant les procès. Attentat contre l'hôtel Marriott, 12 morts, 137 blessés. Attentat contre l'ambassade d'Australie, 12 morts, 180 blessés.
Un fait, l'Indonésie est le plus grand État musulman du monde, 170 millions de fidèles. Mais il est aussi le plus grand État d'Asie du Sud-Est, constitué de 13 667 îles. Pays incontrôlable, où prospèrent au-dessus des lois ces combattants de la Jamaah Islamiyah, au vu et au su de la police, mais avec la complicité de certains militaires du régime de Jakarta. L'actualité en France, en Corse, la manifestation cet après-midi à Bastia pour le maintien de la SNCM dans le secteur public. Eh bien, cette manifestation a dégénéré. Des incidents ont éclaté en fin de cortège et un policier pris à partie par les manifestants est sérieusement blessé. Il a été roué de coups. Sur place, Zindine Boudaoud, Gilles Jacquier. Une manifestation unitaire en Corse, pas vue depuis plusieurs années. La lutte des marins de la SNCM est soutenue par toutes les organisations syndicales. Elles sont opposées au projet du gouvernement de privatiser la Société nationale Corse-Méditerranée. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. 70% pour Butler, vendre, ensuite 30% à Connex, etc. On nous prend tous pour des billes. Dans les rues de Bastia, le défilé est imposant. Plusieurs milliers de personnes marchent dans le calme vers la préfecture. Aux côtés des manifestants, Jean-Guy Talamoni, l'élu nationaliste. Plus loin, Alain Mosconi, le leader syndical libéré la nuit dernière. Edmond Simeoni, figure historique du mouvement nationaliste, ne voulait aucun débordement. Il n'a pas été écouté. À la fin de la manifestation, une trentaine de jeunes, visages masqués, s'en est pris aux forces de l'ordre. Des pierres, des fusées ont été lancées aux policiers, aux abords de la préfecture. Des scènes de guérilla urbaine ont lieu dans les rues commerçantes. Les CRS et les gendarmes, en tout près de 500 hommes étaient déployés dans Bastia. Un policier en civil, gravement blessé, est à l'hôpital. Dans le reste de l'île, eh bien, c'est le retour à la normale. Le trafic aérien est assuré. Puis, depuis cet après-midi, un premier bateau a quitté le port d'Ajaccio avec plusieurs centaines de touristes à bord. Des touristes qui avaient été bloqués ces derniers jours et qui sont encore très nombreux à attendre de pouvoir embarquer. Sur place, Olivier Théron, Raymond Chaplard. On rentre en Dordogne. Le Girolata, le cargo mixte bloqué dans le port d'Ajaccio, appareille enfin. À son bord, 500 vacanciers bloqués dans l'île depuis 4 jours. Escorté par une vedette de gendarmerie, le navire quitte la Corse et met cap sur Toulon. À l'aube, 150 gendarmes mobiles se déploient sur les quais. Aidés de 2 véhicules blindés légers, ils délogent la dizaine de marins en grève qui est à bord du bateau et évacuent la remorque de poids lourds qui en interdit l'accès. Pour le préfet, le blocus de l'île doit cesser. Là, nous avons des naufragés de ce conflit social, des femmes et des enfants, des passagers qui sont bloqués ici, qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Et ce n'est pas des petits nombres, hein. Il y a de l'ordre de 15 000 personnes qui sont aujourd'hui bloquées, 7 000 véhicules. Dès l'annonce de l'intervention des gendarmes, les vacanciers bloqués convergent vers le port pour essayer d'embarquer. Ça, je vous le rends, c'est votre coupon client et vous passez par le fond, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Les chanceux, avec voiture, bagages et sous protection policière, montent enfin à bord. Après ces 4 journées de camping sauvage dans les gymnases de l'île, la croisière sourit, mais ne s'amuse pas vraiment. Nous partons de la Corse largement amère, alors que moi je suis corse de cœur et que j'adore la Corse, ça fait 20 ans que je viens, mais franchement là je suis déçue. À terre, pour ceux qui restent, l'attente continue, dans le calme, et parfois la mauvaise humeur. 2 ferries viennent d'arriver dans le port d'Ajaccio, 2 autres sont attendus dans la nuit. Près de 6000 personnes pourront regagner le continent d'ici demain. En effet, on l'a vu sur le continent, les rotations de Corsica Ferry ont donc repris. Les 2 navires de la compagnie privée bloqués à Nice depuis mercredi ont appareillé dans l'après-midi. L'un pour Ajaccio donc, l'autre pour l'île Rousse. Je vous rappelle que la Corsica Ferry avait suspendu ses liaisons considérant que la sécurité des passagers n'était pas assurée. Enfin, au plan politique, on retiendra cette déclaration de Nicolas Sarkozy à l'encontre du Premier ministre. J'avais une autre solution dans la crise à la SNCM, mais on ne me l'a pas demandé. On m'a simplement demandé de rétablir l'ordre public. Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur qui s'était félicité en début de semaine du coup de filet contre les terroristes. Sur les 9 suspects, 4 ont été mis en examen hier pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste.
Justice avec des amendes payées 20% moins cher si on les paye sous moins d'un mois. Une nouvelle disposition de la loi qui entre en vigueur aujourd'hui et qui concerne les amendes délivrées par les tribunaux. Anouk Burel, Alain Locaccio. Tribunal de police de Paris. Les condamnations ici peuvent aller jusqu'à 750 € d'amende. À la sortie de l'audience, l'idée de payer moins cher, bien sûr, séduit. Si on vous proposait de payer tout de suite avec une réduction de 20%, vous le feriez? Ça fait 80 € au lieu de 100, quoi. C'est toujours ça de prix. Donc je pense que j'essaierai un maximum. Non, parce que je trouverais ça injuste. Pourquoi injuste? Parce que c'est pas parce qu'on paye cash qu'il faut payer moins. C'est une amende, c'est une amende. On a mérité, on la mérite pas. Si on me condamne à temps, je paye tant. Payer moins cher si l'on paye plus vite. Cette nouvelle disposition de la loi entre en vigueur aujourd'hui. Le principe, 20% de réduction du montant de l'amende si elle est réglée dans un délai d'1 mois. Ne sont concernées que les amendes prononcées par des tribunaux. Pas de réduction, par exemple, pour les petites infractions au code de la route. Et pourquoi pas payer directement à la sortie de l'audience? Au tribunal de Bobigny, il existe une borne de paiement par carte bancaire reliée à la trésorerie générale. L'idée devrait être étendue à tous les tribunaux. Ristourne, paiement automatique. Ces mesures sont censées donner une meilleure efficacité aux peines prononcées, car en réalité, les Français sont mauvais payeurs. Actuellement, sur 100 € d'amende prononcée par un magistrat français, il n'y en a que 18 qui sont perçus. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale et c'est une complète perte d'autorité de la justice. Et il sera toujours possible de faire appel d'une condamnation. La somme d'argent restera bloquée sur un compte en attendant. Beaucoup d'émotions dans cette commune de Seine-et-Marne où sont arrivées près de 150 caravanes des gens du voyage il y a 15 jours. Le maire a alors adressé à tous les habitants une lettre indiquant qu'Emerainville ne saurait être la poubelle de Seine-et-Marne. Des propos qui ont suscité l'indignation d'une partie des élus locaux. SOS Racisme parle d'appel à la haine. Franck Genozo, Hervé Pozzo. C'est une façon un peu inhabituelle de sortir ses poubelles. Ce matin, une centaine d'habitants d'Emerainville dans la Seine-et-Marne ont vidé leurs sacs devant la mairie. Une réaction aux propos tenus par le maire il y a quelques jours dans une lettre à ses administrés. Si vous êtes africain et polygame, explique-t-il, vous pouvez à loisir pratiquer cette forme d'union pourtant interdite dans notre pays. Si vous faites partie des gens du voyage, vous pouvez par la force vous installer n'importe où. Avant de conclure, nous ne pouvons pas être la poubelle de la Seine-et-Marne et cumuler toutes les nuisances. Des propos qui ont choqué plusieurs associations et une partie des habitants de la ville. Ça se fait pas, quoi. On n'est pas des déchets. Ce sont des propos inacceptables. Lorsqu'on est un élu de la République, on traite les problèmes politiquement avec sérénité. C'est pas avec du racisme, c'est pas avec de la haine, c'est pas avec des invectives qu'on règle les difficultés. À l'abri dans sa mairie, monsieur le maire défend sa position. Pour moi, il n'y a pas de racisme dans les propos. En France, on a encore le droit de dire que lorsque les gens du voyage s'implantent sauvagement, c'est pas légal. Et on a encore le droit de dire que la polygamie n'est pas légale. Pourquoi voulez-vous que je regrette quelque chose? Ce sont ces caravanes qui ont mis le feu aux poudres. 150 gitans venus s'installer sur une zone protégée. La commune dispose pourtant d'une aire de stationnement légale, mais elle affichait complet. C'était ouvert, c'était pour nous donc facile d'accès, donc on est rentré. Il n'y a pas d'installation pour nous, monsieur. Le préfet les a autorisés à rester encore 15 jours. Ensuite, ils devront s'en aller. Le maire, quant à lui, devra faire face à une plainte d'SOS Racisme pour incitation à la haine raciale. Le parquet de Meaux a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. En Grande-Bretagne, parce que sa fille atteinte d'une maladie rare ne pouvait prendre le risque d'une grossesse, eh bien c'est sa propre mère, âgée de 53 ans, qui a porté son enfant. Elle vient de le mettre au monde. Le bébé se porte bien et autour de son berceau, sa mère et sa grand-mère, Maryse Burgot. C'est une grand-mère exceptionnelle. Elle vient de mettre au monde un bébé qui est en fait celui de sa propre fille. À 53 ans, cette Britannique a accepté d'être mère porteuse pour sa fille, incapable de porter un enfant. Les gens donnent leurs organes à leurs enfants. Pour moi, c'était seulement 9 mois de ma vie. C'est si peu de choses et cela représente tant pour ma fille. Et voici donc une étonnante photo de famille. L'enfant va bientôt passer dans les bras de sa mère biologique, une mère souffrant d'une rare maladie pulmonaire et qu'une grossesse aurait mise en danger. C'est bien la seule personne en qui j'avais confiance pour porter mon bébé. J'ai 2 sœurs, mais je voulais que ce soit ma mère.
Nous sommes vraiment de bonnes amies, nous sommes très proches. C'est le plus beau jour de ma vie, c'est incroyable, fantastique. La grossesse de cette grand-mère a été suivie et approuvée par les médecins de l'hôpital de Birmingham parce qu'en Grande-Bretagne, la gestation pour autrui est tout à fait légale. Elle ne fait pas son âge. La grossesse s'est très bien passée. Et pour des raisons évidentes, nous avons surveillé de très près la santé d'Annie et du bébé qu'elle portait pour Emma. La petite fille est désormais dans les bras de sa mère. Elle s'appelle Annie Trinity parce qu'elle doit la vie à 3 personnes. Une telle histoire serait impossible en France puisque les lois bioéthiques interdisent le recours à des mères porteuses. En Grande-Bretagne, en revanche, plus de 600 bébés sont déjà nés de cette façon, en toute légalité. Dernière étape des élections en Allemagne. L'Allemagne qui n'a toujours pas de chancelier. Peut-être la donne changera-t-elle demain puisque se déroulent les élections partielles dans la ville de Dresde qui n'a pas voté il y a 15 jours, l'une des candidates étant décédée. Le combat des chefs se poursuit donc dans cette ancienne ville de l'Allemagne de l'Est qui affiche une certaine réussite économique. Reportage Jérôme Bonnet. Dresde, baroque capitale de la Saxe, vote 2 semaines après le reste de l'Allemagne pour cause de décès d'une candidate juste avant le scrutin fédéral. C'est une Angela Merkel un peu fatiguée qui tient meeting une dernière fois pour essayer d'emporter ce que l'on appelle ici un vote psychologique, pour le moral des chefs de parti. Nous sommes à 2 pas de l'église Notre-Dame, détruite il y a 60 ans par des bombardements britanniques qui avaient fait 35 000 morts, et reconstruite depuis à l'identique. Dresde, où sont encore visibles les derniers vestiges de l'époque communiste, a subi il y a 15 ans un deuxième choc, social celui-là, la réunification. Synonyme de faillite pour les entreprises phares d'Allemagne de l'Est. Du jour au lendemain à Dresde, 75 000 emplois disparaissent. Par exemple, celui de cet ingénieur qui travailla 38 ans dans cette fabrique de moteurs diesel qui exportait vers tous les pays du bloc de l'Est. Ça m'a fait mal au cœur que ce hangar soit resté vide si longtemps. C'est catastrophique l'impression que ça donne. Ce hangar était rempli de vie. D'autres entreprises ont continué de vivre, comme celle-ci, qui a réussi son passage à l'économie de marché et exporte des presses dans le monde entier. Depuis la réunification, des milliers de sociétés se sont développées ici, notamment dans le secteur de la haute technologie. Le vote de Dresde ce dimanche ne changera pas le rapport de force au Parlement allemand, mais il y a un véritable test de popularité pour les 2 protagonistes qui se disputent toujours la chancellerie, Angela Merkel et Gerhard Schröder. À Paris, manifestation en faveur d'Ingrid Betancourt, enlevée par les FARC en février 2002. Autour de sa fille Mélanie et des membres du comité de soutien qui se battent pour réclamer une plus grande implication du président colombien dans la libération des otages. Le gouvernement colombien qui dit maintenant vouloir travailler main dans la main avec Paris. Jacques Chirac a fait transmettre un message au président Álvaro Uribe. Du côté de l'espace, billet en poche, un milliardaire américain a décollé ce matin de Baïkonour, un tourisme d'un genre nouveau, direction la station spatiale internationale. Âgé de 59 ans, Greg Olsen est le 3e homme à s'offrir son rêve. Alban Mikosi. Évidemment, le décollage donne un peu mal au cœur. C'est qu'il faut arracher à l'attraction terrestre les 300 tonnes de la fusée Soyouz. Évidemment, à l'intérieur, le confort pour les 3 cosmonautes est relatif. La capsule a été conçue au début des années 90. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. 3 heures plus tôt, dans le bus qui le menait au pas de tir, Gregory Olsen paraissait un peu tendu. Avec ses faux airs de Clint Eastwood, cet homme d'affaires s'est offert son rêve. 20 millions de dollars le billet, en principe aller et retour. 1200 heures d'entraînement, une condition physique irréprochable. Il a même appris le russe. Du coup, ce matin, le chef de la mission était optimiste, presque lyrique. Ce n'est pas seulement à bord d'une fusée puissante que nous embarquons. C'est surtout avec dans nos cœurs l'amour de nos familles. Au moment d'embarquer, les 3 hommes connaissaient leur mission, 48 heures en apesanteur pour rejoindre la station spatiale internationale, relayer l'équipage qui s'y trouve depuis 6 mois. Gregory Olsen redescendra ensuite sur Terre avec eux le 11 octobre prochain.
Dans l'espace, il aura largement le temps de lire les consignes de vol. En revanche, il n'y aura pas d'hôtesse pour les rafraîchissements. La flambée des cours du pétrole et ses répercussions. L'augmentation du prix du fioul a pour effet en Alsace de doper la demande en bois de chauffage. Les stocks commencent à s'épuiser et les prix grimpent. Christophe Nedart, Jean-Pierre Pasteur. En Alsace, tout le monde se l'arrache. Le bois de chauffage séduit de plus en plus de particuliers. Comme Jacques Stoll, qui se chauffe au fioul depuis 19 ans. Vous faites des réserves? Oui, pour l'hiver. Vu le prix du fioul, on passe au bois un peu. Le calcul est vite fait. Grâce à sa cheminée, la famille Stoll va faire des économies. Je pense faire entre 30 et 40% d'économie de fioul. Donc ce qui représente à l'heure actuelle 400-500 euros par année. Depuis le mois d'août, les ventes de bois de chauffe ont explosé en Alsace. Plus 40% pour ce négociant en bois, soit 50 à 60 stars livrés par jour. Les bûches commencent à manquer. Comme vous voyez ici, les stocks sont pratiquement à sec. Les silos commencent à être vidés. Donc on sort des grosses quantités. Les délais de livraison sont de 2 mois. 2 mois d'attente, mais aussi des prix qui augmentent, de 15 à 20% en moyenne. À ce rythme-là, le bois va devenir une denrée rare. Pourtant, les responsables de la filière se veulent rassurants. Après la tempête, il y a encore d'ailleurs beaucoup de bois qui méritent d'être sortis de forêt et la ressource ne manquera pas et au contraire, les communes forestières ne peuvent que s'en réjouir. Mais l'explosion du marché du bois a un effet pervers. Pour casser les prix, certains forestiers vendent désormais leurs marchandises au noir. Un phénomène qui inquiète toute la profession. L'ouverture au public du salon du 2 roues avec la Scooter Mania, autrement dit le succès chaque année grandissant du scoot, et une nouvelle clientèle qui apparaît, celle des automobilistes qui laissent leur voiture au garage. Ce sont des reconvertis souvent heureux. David Boéry, Johan relate. Elles attirent les regards et les flashs. Les grosses cylindrées, ces motos sportives survitaminées fascinent toujours autant. Ça a une belle gueule et ça roule bien. Ces bolides font même rêver à tout âge, même si parfois il faut savoir attendre un peu. Il n'a pas le permis encore? Non, pas encore, bientôt. Mais cette année encore, ce sont les scooters qui sont à l'honneur. Ils remportent de plus en plus de succès. Les automobilistes s'intéressent de très près à ces 2 roues qui permettent en ville d'échapper aux embouteillages et aux problèmes de stationnement. Pour la région parisienne, en fait, ça fait 2 ans que je suis là et c'est vrai que ça semble très pratique par rapport à la voiture. L'embouteillage, la facilité pour stationner, la voiture, ça devient un peu compliqué, quoi. Pour venir ici, on a mis 1 heure à trouver une place de parking en voiture. Donc en scooter, on peut se garer n'importe où. Et si on n'avait pas le bébé, on continuerait à se déplacer en scooter. Mais là, c'est un peu compliqué. Les scooters 125, accessibles avec un simple permis voiture, les ventes explosent, plus 10% depuis le début de l'année. Les constructeurs doivent séduire cette nouvelle clientèle peu habituée aux 2 roues. Leur argument, la sécurité, avec des équipements très loin des modèles antiques. Les roues sont beaucoup plus grandes sur le nouveau modèle que sur l'ancien modèle qui a maintenant 30 ans. Et le nouveau modèle a un freinage à disque ABS, ce qui est une vraie nouveauté. Et la maîtrise du scooter commence très jeune. Chaque jour, sur une piste à l'extérieur des halls d'exposition, les 12-17 ans peuvent suivre des cours d'initiation. Football avec la 10e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a battu Nantes 2-0 cet après-midi au Parc des Princes en match avancé. Grâce à cette victoire, les Parisiens reviennent à une longueur de Lyon, toujours leader du championnat. Sur l'hippodrome de Longchamp, demain, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, une course mythique, le championnat du monde des pur sang. Parmi les 15 chevaux engagés, Pride, une jument de 5 ans emmenée par Christophe Patrice Lemaire, un jeune jockey français très prometteur. Nathalie de Laringsin et Dominique Bonnet. Au pas de course, presque au grand galop. Le jour vient de se lever. Comme tous les matins, Marjorie, la cavalière d'entraînement, a rendez-vous avec Pride, une jument de 5 ans, gentille et talentueuse. Ici, dans l'écurie, Pride est une star que l'on bichonne. Ceux-là, on fait plus attention. C'est des bons chevaux et c'est des chevaux qu'on a rarement, quoi. Ça se trouve, j'en aurai jamais, quoi, d'autres chevaux comme ça. C'est pas tous les jours qu'on a des chevaux qui vont courir l'arc, quoi. Depuis 2 ans, 2 heures par jour, Pride et Marjorie répètent leur gamme. Ce matin à Chantilly, la séance de travail se déroule sous les yeux d'un spectateur particulièrement intéressé. Christophe Lemaire est jockey. Demain,
c'est lui qui emmènera Pride à Longchamp. On les regarde un petit peu avec les yeux de l'amour aussi, quoi. Parce qu'on se dit que si elle pouvait nous apporter une victoire dans cette course-là, ce serait la chouchou de tout le monde. Parce qu'une victoire se joue parfois à pas grand-chose, l'entraîneur Alain de Royer-Dupré ne laisse à personne d'autre le soin de superviser les dernières sorties de Pride. Chaque galop est décrypté. C'est plutôt une question de... Ouais. De ne pas faire ce qu'on lui dit. Manque de discipline. Avant de tenter sa chance dans le championnat du monde des pur sang, Christophe Lemaire vient courir à Maison Lafitte. 5 courses dans l'après-midi, la routine. Pour gagner, le jockey français travaille dur et a son petit secret, cette broche à la casaque. On a gagné le prix de Diane avec. On a gagné la poule d'essai des Pouliches. Le prix du Moulin de Longchamp. Donc elle a quelques bonnes courses au compteur déjà. Pour gagner l'Arc de Triomphe et sortir la tête du peloton, Christophe Lemaire compte sur sa bonne étoile, un peu, et sur sa belle jument, énormément. Événement littéraire de ce 1er octobre avec la sortie du 6e volume d'Harry Potter lors de nocturnes organisées dans de nombreuses librairies comme ici à Lille où s'étaient donné rendez-vous les fans du Petit Sorcier. Un succès qui ne se dément pas pour les plus passionnés des adultes et des enfants. Il fallait attendre les 12 coups de minuit pour se jeter sur le tout dernier livre. Geneviève Moll, Diane Richard. Hier soir, l'école des Beaux-Arts à Paris était transformée en école de sorciers. De sorciers, mais aussi de magiciens. Petite passe magique, Hocus, Pocus, Patacus, et les foulards se détachent et la corde est intacte. Le tout sous l'œil ébloui d'un hibou impassible, de quoi réjouir les moldus de tout poil. Je trouve ça vachement bien, en plus il y a tout. Je veux dire, on peut manger à volonté. La musique, les décors et même le stand de divination avec l'art de lire dans les mains et tout, c'est super. Les invités apprécient tous ce monde qui les rapproche de celui de leur héros. Mais c'est le 6e tome d'Harry Potter qu'ils attendent, lorsqu'ils ne l'ont pas déjà lu en anglais, comme c'est le cas pour Léa. J'ai l'impression que le livre a évolué avec moi, parce que le premier il est assez pour les enfants, mais après ça devient beaucoup plus sérieux pour les adultes. J'ai pleuré pour mes 2 derniers chapitres, mais sans pouvoir m'arrêter, c'était horrible. Toujours sous l'œil rond du hibou, ces moldus des Beaux-Arts ont eu un privilège exceptionnel, l'accès au livre 1 heure avant le reste de la France. Car partout ailleurs, on attend minuit et 1 minute. Aux Champs-Élysées par exemple. Mais dès que le livre est acheté, d'aucuns s'installent n'importe où pour retrouver le monde de Poudlard. C'est comme si c'était possible que ça se passe en ce moment même, comme s'il y avait de la magie dans un autre monde. 2 millions d'exemplaires de ce 6e volume d'Harry Potter étaient en place ce 1er octobre. Yves Saint-Laurent, que l'on connaît pour sa timidité légendaire, ne s'était pas exprimé depuis la fermeture de sa maison de couture en janvier 2002, à l'occasion d'une grande rétrospective sur le smoking qu'il a inventé pour la femme en 1966. Il a accepté de parler à une de nos équipes, Estelle Collin, Bruno Giraudon. Ici, on l'appelle monsieur. On l'a toujours appelé ainsi. Ça n'a rien d'ironique. Aujourd'hui, monsieur effleure du regard un mannequin, ajoute une broche. Le ton est donné aux petites mains s'affairer. Il est là. C'est fou, une présence comme ça. Il y a une pulsion, c'est un battement de cœur. Partout des mannequins qui attendent qu'on les habille, qu'on leur donne vie. Le choix d'un tissu, l'harmonie d'une ligne. Un demi-siècle d'histoire de la mode, un thème unique, le smoking. Celui d'hier, d'avant-hier, de 30 ans, de 40 ans. Celui qui fit scandale. Mais le talent se fout du scandale. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est une amie qui physiquement était très androgyne et ne pouvait pas porter de robe du soir. Alors j'ai décidé de lui faire un smoking et elle était formidable. Tous les jours, monsieur vient ici au studio. Tous les jours, mais il ne travaille plus. Pourtant, c'est ici que tout a germé.
Et c'est ici, au bout de ce long couloir, que tout est conservé. Un trésor religieusement gardé dans ces coffres-forts. Des chambres froides, 50% d'humidité, 18 degrés, en permanence des gants blancs. De quoi vivre éternellement. Et qu'est-ce qui vous rend triste? De ne plus travailler. Aujourd'hui encore, la mode du monde entier s'inspire de son travail. Absent, présent, c'est toujours lui qui donne le là, comme par magie. Cinéma avec la sortie sur les écrans du film de Michael Haneke, primé au dernier festival de Cannes, Caché, avec Juliette Binoche et Daniel Auteuil, tourné comme un thriller, l'histoire d'un homme confronté à son passé. Marie-Jo Jouan, Olivier Robert. Un passé qui ressurgit comme une menace dans une vie réussie. Vous attendez encore quelqu'un? Des vidéos, des dessins inquiétants, l'expéditeur anonyme semble connaître Georges depuis longtemps. Le journaliste littéraire a bien une idée, depuis le temps qu'il traîne son secret, une histoire qui remonte à l'enfance. L'homme qu'il est devenu refuse cette culpabilité en disant « j'avais 6 ans, qui ne fait pas... » Bon, mais où ça devient plus compliqué, c'est quand 30 ans après, on vient lui reposer la même question et qu'est-ce qu'il en fait de cette culpabilité? Oh nom de Dieu, arrête ton numéro, tu veux, c'est un soupçon très vague et je ne voudrais pas affoler qui que ce soit tant que j'en sais pas plus, ça ne te concerne absolument pas. Ça me concerne pas? Oh, mais j'ai dû rêver ces jours-ci. Moi je croyais que ça me concernait d'être terrorisée par ces coups de fil, anonymes. Juliette Binoche est pour la 2e fois dans un film de Michael Haneke. Un rôle en arrière-plan, mais essentiel au déroulement de l'histoire. Les choses cachées de l'enfance, les endroits qui nous gênent tellement au fond de nous, parfois on n'arrive pas à les révéler à nous-mêmes parce que c'est trop douloureux. Et le personnage de Daniel Auteuil, qui est donc mon mari dans le film, a du mal à faire sortir l'épine du pied. Et elle est un petit peu l'épingle qui va chercher l'épine au fond du pied. Un film sur la culpabilité d'un homme vis-à-vis d'un autre homme, mais aussi celle de la France vis-à-vis de l'Algérie. Car chez Michael Haneke, il existe toujours plusieurs niveaux de lecture. C'est idiot de te mentir. Nos culpabilités passées, nos culpabilités de génération en génération, ce que nos parents, nos grands-parents ont fait ou n'ont pas fait, les non-dits. On les porte tous. Je crois qu'on ne peut pas juste se couper du passé. On est quelque part, on doit se retrouver responsable de ce que nos pères ont fait. Caché se regarde comme un thriller ou encore comme un miroir où se reflète une société obsédée par ses propres peurs. Nuit blanche à Paris pour les noctambules qui ont envie de flâner dans la capitale jusqu'à l'aube, de zigzaguer d'un quartier à l'autre. Une série d'événements décalés et populaires, danse, musique et art contemporain. Plus d'1 million de personnes sont attendues pour cette 4e édition avec des bus, des métros et des vélos gratuits toute la nuit. Isabelle Béchler, Philippe Mucherin. Écoutez un pianiste de jazz sur les orgues de Saint-Jean-de-Montmartre pour retrouver l'émotion des églises médiévales. La lumière en plus, c'est une des propositions de la Nuit Blanche. Le son, retrituré par ordinateur, produit la lumière. C'est une des grandes tendances de cette cuvée 2005. Là, on a un programme d'ordinateur qui fait un genre de traduction entre le son qui fait l'orgue et les lumières. Les lumières réagissent. Et on voulait faire un visage de Dieu, mais vraiment version 3000. 5 parcours dans la capitale, jalonnés de musées, de lieux insolites, d'installations, de projections inattendues comme ces icônes très tendances sur les pignons du 18e arrondissement. Ou encore une carte postale sonore de la Goutte d'Or pour arpenter le quartier nuitamment. De repère en repère, plan à l'appui. On a récolté des témoignages, des portraits, des compositeurs sont venus réinterpréter la Goutte d'Or et on fait des choses qui donnent à rêver en fait. Ce soir, le rêve est permis dans des lieux interdits d'habitude, comme des portions de voies ferrées désaffectées où la promenade devient licite et a des allures de train fantôme. Là, nous sommes sur la petite ceinture dans le 18e arrondissement. Et il est vrai que c'est un poumon de vie extraordinaire, très beau, très insolite, un peu comme les mystères de Paris, version 21e siècle. Les artistes ont été sollicités partout. Au siège du PCF, 12 compositeurs scandinaves concourent à un environnement sonore. La lumière qui habille le bâtiment est strictement produite par les fréquences musicales.
De quoi redécouvrir la capitale autrement, une vision décalée, forcément magnifiée par la nuit. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet, 20h50, juste pour rire, présenté par Laurent Ruquier. 23h25, Guillaume Durand en direct de Paris pour donc cette nuit blanche. Demain à 7h dans Tea ou Café, Catherine Sellac reçoit Michel Boujna. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.